Bienvenue dans Toutes les France. Comment l'histoire des populations afro-caribéennes permet-elle de comprendre la France d'aujourd'hui? Débat avec nos invités. Pascal Blanchard, vous êtes historien, chercheur au CNRS, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date s'appelle La France noire, 3 siècles de présence, publié aux éditions La Découverte. Mais il n'y a pas que l'ouvrage, il y a aussi une exposition et un documentaire en 3 volets qui va passer bientôt, début année 2012. Et nous aurons aujourd'hui des images en exclusivité sur France Télé. Exactement. Merci Pascal Blanchard d'être avec nous. Merci à vous. À vos côtés, Rokhaya Diallo, vous êtes militante, chroniqueuse dans plusieurs médias. Vous avez fondé une association qui s'appelle Les Indivisibles, dont vous n'êtes plus présidente aujourd'hui. Non, et dont je suis toujours membre. Oui, mais vous êtes membre évidemment, qui a pour objectif de se battre contre les préjugés à travers l'humour. Et vous avez écrit un ouvrage intitulé Racisme, mode d'emploi, publié aux éditions Larousse. Voilà. Merci Rokhaya Diallo d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Claude Issiard. Alors Claude Issiard, on vous le présentait autrement les autres années, mais aujourd'hui il est délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. C'est une position politique aujourd'hui. Non, je pense que c'est une continuité ou une étape dans mon parcours de militant également. Ça a été difficile d'accepter une telle mission, mais je crois que ça a du sens. Merci Claude Issiard. Si tant est qu'on ne se prenne pas trop au sérieux. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Christiane Taubira, vous êtes députée de Guyane, vous avez fondé un parti, le parti Walwari. L'Éventail. L'Éventail. En amérindien et en créole, en kaligna et en créole. Merci Christiane Taubira d'être avec nous. Vous avez évidemment donné votre nom à cette loi française qui reconnaît la traite des Noirs et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et vous connaissez évidemment très bien cette question. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pascal Blanchard, pourquoi parler de Noirs de France aujourd'hui? Vous voulez qu'on parle de quoi? Soyons simples, pendant 2 siècles, 3 siècles, voire 4 siècles, on a joué sur les mots, c'est le cas de le dire, puisque les mots ont pratiquement changé à chaque génération. Nègre à une époque, esclave à d'autres, indigène à d'autres moments, tirailleurs même, certainement black au moment où les Américains, avec leur culture, arrivaient en France. Genre de couleur. Genre de couleur. Même noir français est un terme qui arrive dans le roman aujourd'hui. Noir en même temps est le terme qui a traversé ces 3 siècles et demi, pendant les bonnes et les mauvaises périodes. Et en même temps, aujourd'hui, il devient fédérateur de beaucoup de choses. Regardez quand des organisations secrètes comme le CRAN, quand des individus parlent, comme par exemple Mabankou, et qui écrit, il parle de littérature noire. En même temps, on parle aussi de peuple noir depuis très longtemps. Donc ce mot, quelque part, rémane à travers le temps. Et pour un livre d'histoire, vous a pensé intéressant, mais vous auriez pu aussi demander pourquoi France. Oui. Vous avez remarqué que c'est France noire. Ouais. Quelque part, ça, ce sont des mots qui sont nouveaux à mettre ensemble. Ouais. Et quelque part, il y a 20 ou 30 ans, ce genre de livre aurait été brûlé immédiatement sur le bûcher de la bonne conscience. Aujourd'hui, il rentre dans notre vocabulaire parce que quelque part, il y a aussi une France noire qui fait partie de toutes nos diversités, mais son histoire, par contre, elle est moins bien connue. Et pourtant, c'est un récit. Et c'est ça qu'on a voulu amener avec un titre comme ça, qui est un double clin d'œil. France noire, mais aussi 3 siècles de présence. Parce que quand vous interrogez les gens autour de vous, personne ne pense que les Afro-Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, les Néo-Calédoniens sont depuis plusieurs siècles sur le sol de France métropolitain, ici dans cet hexagone. 17e siècle, l'arrivée des premiers... même dès le 16e, quelques-uns, et au 17e siècle, on peut parler de population afro-antillaise en France. Qui pense ça aujourd'hui? Ils sont déjà là. Rokhaya Diallo, cette question est soulevée dans les médias depuis quelques années maintenant. Est-ce que le fait de s'identifier comme noir est pour vous quelque chose d'important aujourd'hui? Disons que ça a été important dans mon militantisme, non pas parce que je m'identifiais moi-même comme noire, mais parce que j'ai été identifiée et associée à une catégorie que je ne considérais pas nécessairement comme la mienne et qu'on a fait de cette couleur de peau une antinomie avec le fait d'être française. Je ne me suis pas construite comme noire, mais de fait, j'ai toujours été considérée comme telle. Et c'est ce qui a motivé au départ, avec d'autres questions, la formation des indivisibles. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, il y avait une vraie antinomie entre le fait d'être noir et le fait d'être français. Et là où, moi, je fais partie de la génération qui a grandi en regardant des séries américaines, là où ça paraissait naturel de l'autre côté de l'Atlantique de considérer qu'on pouvait être à la fois noir et américain, en France il y avait quand même quelque chose qui dans le regard et dans l'imaginaire collectif continuait à interroger les gens comme moi et à les considérer comme étant d'éternels nouveaux arrivants et nouveaux venants devant se justifier de leur présence et quelque part de leur couleur de peau. Moi quand on me demande d'où je viens, généralement on ne s'attend pas à ce que je réponde que je viens de Paris et la vraie question derrière c'est pourquoi es-tu noire? Pourquoi es-tu noire? Parce que tes parents viennent de tel endroit ou parce que toi-même tu n'es pas vraiment française? Et c'est là-dessus en fait qu'on a essayé de travailler. On a aussi beaucoup travaillé autour du mot black qui est venu remplacer de manière un petit peu positive et ludique le mot noir parce que les Disons gens... qu'on utilisait black avant et que maintenant on utilise plus facilement le mot noir, on l'assume beaucoup plus.
Plus ou moins, il y a encore quand même beaucoup de personnes qui n'osent pas dire noir. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des circonstances de conversation où les gens, parlant d'une personne noire, en racontant une histoire qui ne nous concernait pas directement, me voyant, ne savaient plus comment dire. Alors ils me regardaient, ils disaient alors c'est une personne qui est. Et ils bloquaient parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient dire black, de couleur ou noir, et ils ne savaient pas si je ne serais pas vexée ou s'ils ne savaient pas des connotations racistes. Donc autour de ce mot, il y a un besoin de réconciliation qui me semble quand même important de souligner aujourd'hui. Christiane Taubira, pourtant noir n'est pas un concept homogène, une couleur homogène, c'est une diversité de population très importante. Mais moi, je crois que avec noir, on est davantage dans l'imaginaire, dans les représentations que dans le réel. L'utilisation de noir, pour moi, se conçoit si on décide de subvertir le concept lui-même. C'est-à-dire que si on en montre l'absurdité, si on en montre la vacuité, si on explique que ça recouvre des situations tellement différentes, tellement contradictoires aussi. Moi, je ne m'identifie pas avec tous les noirs de la Terre. Il y en a que je lapide, enfin, lapider non, mais que j'écorcherais sans hésiter. Voilà, moi, il y a des moments où cette espèce d'appartenance globale, moi, je trouve que c'est un colossal rétrécissement, vraiment. Et cette pourtant, certains en font une identité. Absolument. C'est pour ça que je dis que si on subvertit, ça se conçoit. Mais si on subvertit, ça veut dire qu'on est déjà dans la défensive. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, moi, je suis en face de vous et vous me niez en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que citoyen. Vous niez toute ma jeunesse, d'une certaine façon, etc. Tout ce qui a pu constituer ce que je suis aujourd'hui et qui n'est pas linéaire, qui n'est pas homogène, vous niez tout ça, alors moi aussi je prends un bloc et je vous percute. Donc dans ces cas-là, moi je comprends, mais c'est une phase de lutte qu'on a connue d'ailleurs aux États-Unis. Il y a eu quand même à des moments le mouvement des droits civiques, pacifiques, d'intégration, de dialogue, de fraternité, etc., un petit peu illusoire avec Martin Luther King, qui lui-même a été conduit à se radicaliser. Et puis vous aviez un autre mouvement, alors dans les arts musicaux notamment, c'était la voix la plus forte, c'était James Brown, I'm Black, I'm Proud, mais vous aviez Malcolm X dans sa première phase. Bon là ça reste des références étrangères. Donc voilà, donc moi je dis que quand on s'affiche noir, quand on se proclame noir, c'est qu'on est dans la défensive qui se justifie parfaitement et qu'on percute en face. Voilà, autrement ça n'est pas une définition. Vous êtes moins dans la défensive aujourd'hui alors? Non, vous êtes moins sûr la défensive. Je ne pense pas avoir été dans la défensive. Je pense que lorsqu'on est adolescent et lorsque justement on prend conscience que la couleur de notre peau est un facteur de discrimination, lorsque vous avez 10 ans et que vous découvrez grâce au courrier de l'UNESCO que le salaire d'un mineur noir en Afrique du Sud est inférieur à 50% à celui d'un blanc parce qu'il est noir, forcément, à un moment donné, lorsque vous vous regardez dans la glace, vous dites qu'il se passe quelque chose. Je crois qu'on est sur la défensive, croit-on, lorsqu'on est adolescent, parce qu'on dit oui, je suis noir, oui, je suis fier. On est afrocentrique. Moi, je me suis nourri aux thèses du professeur Dubois, du Bois, comme disent les anglo-saxons. Je me suis nourri à tout ça. Musicalement, j'écoutais mais pourquoi? Parce que vous ressentiez ce besoin, parce qu'en France, vous ne vous sentiez pas dans votre espace naturel, dans votre... Non, mais pas du tout. Alors Rokhaya l'a très bien dit. Oui. Je crois qu'à un moment donné, vous savez, la société est un miroir, tout comme la télévision l'est également. Et lorsque vous avez le sentiment d'être en marge, d'être marginalisé, forcément. Moi, j'aime beaucoup votre générique. Oui. Parce qu'on voit tous ces visages qui sont la France. Alors votre émission a été intitulée donc « Toutes les Frances ». J'espère que dans peu de temps, on pourra dire « toute la France ». C'est ça qui est important. C'est de dire que finalement, si en 1900, être français était être catholique et blanc, en 2011, il n'y a plus de couleur de peau ni de religion pour être français. C'est important de le dire parce que certains, je pense à Éric Zemmour, mais d'autres aussi, les coquins qui l'entourent ou qui pensent comme lui, eh bien, sont persuadés qu'il faut retrouver cette France des clochers et non pas cette France d'aujourd'hui, celle qui est une réalité. Et on ne pourra pas évidemment revenir en arrière. Et France Télévisions est en pointe évidemment pour montrer toutes les Frances et on va voir un extrait de ce documentaire en 3 volets qui sera diffusé en janvier 2012, plus particulièrement d'ailleurs la bande-annonce. Regardez. Je suis né en France, c'est mon pays, on est le fruit de la terre qui nous voit grandir et naître. C'est quand même pas facile d'être un noir en France. Donnez la parole au peuple noir, laissez entrer les peuples noirs sur la grande chaîne de l'histoire. Je me sens française, quoi, mais pas moins que n'importe quel autre Français.
ma génération, par exemple, nous avons eu ce que j'appellerais une espèce de rattrapage narcissique. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Cette histoire doit rentrer dans notre histoire nationale. Pascal Blanchard, la France est prête aujourd'hui à regarder ce type de documentaire sur une grande chaîne de télévision. Elle l'était moins avant, nos concitoyens étaient moins prêts auparavant. Je vais la poser autrement. Est-ce qu'il y a 10 ans ou 15 ans... C'est moi qui pose les questions. Oui, mais je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas si la France est prête à les regarder. En tout cas, il y a 15 ou 20 ans, certains ici me connaissent depuis longtemps, je n'aurais pas pu faire ce livre et je n'aurais pas pu faire cette série de 3 films. Parce que pendant 20 ans, on m'a répondu non. Vous auriez pu la faire, mais elle n'aurait pas été acceptée par les instances. On m'a répondu non. Oui. Donc elle n'aurait pas été diffusée. Donc vous avez tenté de la faire déjà. Ah mais j'ai demandé 20 fois. Oui. Ça, ceux qui me connaissent ici savent que j'ai assisté lourdement, de manière pesante. Et s'il n'y avait pas eu, je vais le dire très honnêtement, Musulmans de France, qui est passé sur France Télévisions il y a maintenant 1 an et demi, jamais cette série n'aurait été faite. Si je n'étais pas arrivé avec tout le poids des témoins qui étaient d'accord... mais c'est très important ce que vous dites là. Ça veut dire qu'on est dans une espèce de rééquilibrage ou de segmentation de la société aujourd'hui. Parce que comme Musulmans de France n'a pas déclenché des émeutes, n'a pas fait de scandale, les gens n'ont pas cassé leur poste de télévision, les gens ont trouvé ça intéressant, on s'est dit oh, on peut raconter une histoire sans créer du communautarisme. Et bien alors on va pouvoir raconter d'autres histoires. Et oui, c'est donc possible. Pareil, vous savez, les libraires, comme les éditeurs, ça résonne simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des livres? Il y a 10 ou 20 ans, tous les éditeurs vous disaient non, un livre sur les Noirs, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ces choses-là ont changé. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ça commence à rentrer dans une demande sociale. Nous avons envie de connaître cette histoire. Les gens commencent à dire qu'ils veulent connaître cette histoire. Plein d'ouvrages, regardez le livre de Thuram l'année dernière, comment il a marché. Aucun éditeur n'aurait parié ça. Et donc tout ça ouvre des nouvelles portes et que quelque part on n'est pas forcément dans des conflits pour les amener et qu'on peut commencer à faire des choses de qualité. C'est ça la grande différence. Oui, on aurait pu faire un documentaire vu par personne de très mauvaise qualité il y a 15 ans, mais vu par personne et de mauvaise qualité. Maintenant on peut faire de bons documentaires vus par beaucoup de gens et donc... Et c'est là, après, je vous dirai s'ils sont prêts. On verra le nombre de personnes qui l'ont regardé. Oui, Claudicia. Là où la société française, où les Français, dans leur quotidien, ont beaucoup évolué face à l'autre, à celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même religion, on voit bien que la télévision a du mal. Souvent, les responsables de chaînes de télévision, d'unités de programme, vous disent « Oui, mais je ne suis pas sûr que le téléspectateur acceptera le programme », oubliant que son téléspectateur n'était pas... Dans un raisonnement lié à l'audience, donc, finalement. Non, mais exactement. Ouais. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les résistances, les dernières grandes résistances, alors on la trouve dans la classe politique, certes, mais on la trouve aussi et surtout auprès des médias, au sein des médias. Je vais raconter une histoire rapidement. La première manifestation pour commémorer l'abolition de l'esclavage, je l'ai organisée avec mon association qui s'appelait Couleur de Cœur en 1993. On venait en Espagne de célébrer la dite découverte des Amériques, donc Christophe Colomb, 1492. Pour moi, cette dite découverte symbolisait le génocide des peuples amérindiens et la déportation des Africains. Je voulais à la fois que l'Europe se souvienne de cela, poser le problème des discriminations dans notre pays et voir comment nous allions construire ensemble un autre modèle de société. Ça répond aussi à votre question, est-ce qu'on est sur la défensive? On n'est pas sur la défensive, on est dans l'acceptation d'une histoire et de dire que l'histoire de l'esclavage, ce n'est pas une histoire de noirs ou juste de blanc, c'est une histoire commune. Christiane Taubira, justement, comment rendre cette histoire particulière, englobante, et faire en sorte que nos concitoyens soient tous concernés? D'abord parce qu'il y a des histoires. Il y a des histoires. Moi, j'ai une expérience complètement différente. Je ne suis pas née en France. Je suis née à Cayenne, en Guyane, en Amazonie, en Amérique du Sud. Mais a priori, la Guyane, c'est la France. C'est un département français, c'est indiscutable. La culture dominante est française, l'éducation est française et je ne m'en plains pas. J'ai grandi jusqu'à la fin du lycée. J'ai passé mon baccalauréat en Guyane et je suis venue à Paris faire des études supérieures. Donc c'est là que j'ai rencontré le regard qui m'a identifiée. Mais déjà, lorsque nous étions au lycée, nous avons conduit des grèves pour réclamer, par exemple, l'enseignement des langues du continent. Il faut savoir qu'en Guyane, en tout cas quand j'étais lycéenne, on n'apprenait pas le portugais, alors que le Brésil fait 40% du continent. Nous avons réclamé l'ouverture sur ce que nous appelions les littératures afro-brésiliennes, afro-cubaines, etc. Donc ça, c'était des revendications. Moi, mon expérience, parce que je suis députée de Guyane, c'est-à-dire que je traverse l'Atlantique 3 fois par mois. Donc je vis encore en Guyane et je travaille en France. Donc voilà, je vis dans des
des univers différents. Et je n'ai pas forcément le ressenti de ceux qui sont nés en France, qui ont vécu, grandi dans des milieux, qui ont eu un univers. Moi, j'ai vu des arbres. Voilà, la majorité de la classe, c'était des Guyanais. Ça a changé maintenant. Mais la majorité de la classe, voilà. Donc, il y a des histoires, il y a des ressentis différents. Et lorsque je parlais de la défensive tout à l'heure, je parle de la défensive lorsqu'on se revendique individuellement en disant « je suis fier d'être ». Mais forcément, il y a des dynamiques collectives qui sont différentes. Et la mienne n'a pas grand-chose à voir avec celle de gamins qui ont grandi effectivement dans les banlieues ou qui grandissent aujourd'hui dans les banlieues. La question de la perception est importante, Rokhaya Diallo. On va voir dans un instant un extrait où Lilian Thuram s'exprime sur la manière dont il s'est senti perçu à son arrivée en France, en tout cas dans l'Hexagone. Vous, comment vous avez réagi justement à toutes ces remarques sur vos origines, sur votre appartenance? Alors moi, la particularité, c'est que je suis née à Paris et que j'y ai grandi, j'ai vécu en banlieue et j'ai essentiellement vécu dans des quartiers à forte majorité d'enfants d'immigrés. Donc j'étais noire, mais j'avais des amis d'origine asiatique ou maghrébine et c'était pas une question qui se posait. Pour ce qui me concerne, la question a commencé à se poser à la fin de mes études, parce qu'effectivement, plus on avance et moins on est nombreux, et quand j'ai fini par me retrouver comme étant la seule noire, et lorsque j'ai commencé à travailler, où là, je me suis rendu compte que j'étais regardée... La seule noire où? Dans quel contexte? À la fin de mes études de droit, dans mon école de commerce, et quand j'ai commencé à travailler, j'étais systématiquement la seule noire. Alors c'est-à-dire que ce qui est important de dire, c'est que nous, on ne se vit pas forcément comme noir. Quand je me regarde le matin dans mon miroir, je ne vois pas une noire, je vois Rokhaya. Et c'est le regard des gens, une attitude qui peut être déplacée dans le cadre de mon quotidien, qui va me rappeler à ma couleur de peau. Et c'est concrètement ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à devenir vraiment minoritaire sur le plan numérique et qu'on a commencé à m'associer à un certain nombre de qualités et de défauts. C'est vraiment ce qui a alimenté ma conscience antiraciste, c'est la perception. Et je crois que ce qui est important, ce que dit Christiane Taubira est très juste, c'est-à-dire qu'on a tous des destins et des vies qui sont très très différentes, mais ce qui nous unit, c'est le regard qu'on peut porter sur nous et qui nous amalgame comme si on était un groupe homogène, alors que la réalité de nos vies est très très différente. Et concrètement, quand on parle des Noirs de France, on parle des gens qui ont en collectif une communauté de destin et quelque part de défauts, voilà, de défauts qui sont attribués, alors que finalement nos vies sont très très différentes. On est nés à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais quelque part, si on marche tous les deux dans la rue, je suis convaincue que quelqu'un pourra se demander si c'est pas quelqu'un qui appartient à ma famille, parce que notre couleur de peau peut donner cette information fausse. Alors il y a beaucoup justement d'informations fausses qui circulent dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens, Pascal Blanchard, et vous avez à travers votre ouvrage essayé d'expliquer l'arrivée de ces populations et le fait qu'aujourd'hui ils font partie intégrante du creuset français. Comment ? C'est simple, quand on vient, quand on s'installe, quand on a des enfants, quand on va à l'école, quand on travaille pour construire aussi ce pays, quand on écrit dans ce pays, quand on construit des trous, on fait partie de ce pays. Alors après, l'histoire des Afro-Antillais... c'est pas évident pour tout le monde. Non, mais l'histoire des Afro-Antillais, ce qu'on a oublié de dire, et c'est là où il y a un destin commun, c'est qu'à un moment, le droit les a stigmatisés de manière très particulière, comme au XVIIe siècle. À un moment, on les a comptés. On a tous oublié les statistiques ethniques, ont bien commencé il y a très longtemps. Napoléon, par exemple, Bonaparte. Il y en avait 25 000 25 000 au XVIIIe siècle qui ont vécu sur le sol hexagonal. Ce qui est énorme. C'est que c'est peut-être une des premières populations non européennes, par définition c'est le cas, qui est présente en France à ce moment-là. Elle va énormément diminuer sous le Premier Empire, avec Napoléon, qui même va avoir une politique d'expulsion spécifique des Noirs. Et là, il ne se pose pas de question de savoir si le Noir vient même d'Inde, de Madagascar, de la Réunion. Non, on expulse globalement parce qu'on a peur du métissage à ce moment-là. Puis petit à petit, va s'installer par des moments qu'on connaît très bien. Les 2 guerres mondiales, par exemple, sont d'énormes moments de présence de populations combattantes, masculines, noires. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est aussi l'Amérique qui rentre dans notre histoire. Joséphine Baker, qui devient française, arrive quand même avec la nationalité américaine. Et le nombre de GI noirs qui seront pendant pour la Première Guerre mondiale va autant contribuer à l'histoire des Noirs de France que des Haïtiens qui arriveront beaucoup plus tard, que même ces premiers ambassadeurs haïtiens qui dénoncent à la fin du XIXe siècle la manière dont les anthropologues français regardent les gens dans les os humains. Toute cette histoire, elle est faite d'entrecroisements. On vient, on repart, on s'installe, on reste, on a des enfants, mais dans l'histoire commune, il y a des moments où être noir n'était pas simplement une histoire de regard. Ça pouvait être aussi une histoire d'agression juridique. Ça peut être aussi une histoire de mobilisation militaire. De statut. De statut, je rappelle, et Christiane le sait très bien, que par exemple les Antillais, malgré l'abolition de 1948, malgré après la Troisième République, ne rentreront dans le droit d'être appelés sous les drapeaux qu'en 1913. Parce qu'on considérait que des Noirs soldats en France, c'était pas tellement bien en métropole. On voit bien que le droit a pu à un moment, malgré qu'on était tous citoyens et dits égaux, faire de la discrimination au nom de la couleur de la peau. Et toute cette histoire, elle mérite une histoire qui se raconte, comme ce que dit très bien Elika Mbokolo à un moment pour la génération actuelle. Il dit, est-ce que vous vous rendez compte que l'on est la décennie où en métropole, nous sommes le moins de députés et de sénateurs issus de ces mondes autres. Et 90 députés et sénateurs
sont venus des Outre-mer depuis le XXe siècle, ont siégé au Parlement ou au Sénat. Nous sommes une génération, c'est intéressant à constater, de repli. La France était, je rappelle que le vice-président de l'Assemblée nationale française, l'Assemblée nationale, en 1904, s'appelle Gréville-Réache. Ouais. En 1904, il y a plus d'un siècle, il était noir. On en est où aujourd'hui ? On va regarder l'extrait de Lilian Thuram qui parle et qui vous explique comment ces certitudes ont été chamboulées. Autre extrait des Noirs de France. On nous appelait Blanchette. Blanchette qu'on nous traitait à cette époque-là. Ça a commencé à rentrer dans notre tête, c'était du racisme, parce que je voyais même dans le métro, même à mon travail chez Citroën, il y avait ça aussi. Hein. Il y avait ça aussi, et à force, on n'est pas bête quand même, on se rendait bien compte que ça existait. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très violent pour les Antillais de cette époque et encore pour les Antillais de ma génération. C'est que quand vous partez des Antilles